Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Rester ou partir, Alain Juppé a pris sa décision, il l'annoncera demain. Alain Juppé pressé par les siens. À Bordeaux, 1 millier de personnes l'ont acclamé à la mairie et Jacques Chirac l'appelle publiquement à continuer la vie politique. Par ailleurs, plusieurs élus UMP s'en prennent aux magistrats qui ont prononcé la décision. 3 questions ce soir à l'ex-juge Alphen et au ministre Patrick Devedjian. Bonsoir à tous les deux et à tout à l'heure. Un premier cas suspect de grippe aviaire en Europe. Une femme hospitalisée en Allemagne est rentrée récemment de Thaïlande, présente les symptômes de la maladie. On compte 2 nouveaux morts par ailleurs en Asie. Après les grands principes, les réalités concrètes, l'abbé Pierre demande à Jacques Chirac de s'engager sur les réquisitions de logements vides. Dans la foulée, l'association Droit au logement a manifesté aujourd'hui à Paris. Cette fois, la crise institutionnelle a éclaté en Iran. 124 députés réformateurs ont démissionné. Leur parti va boycotter les élections du 20 février prochain. Enfin, dites-le avec des fleurs, oui, mais avec des orchidées. Il y a 10 ans encore, c'était un produit de luxe. Elles sont désormais parmi les fleurs les plus vendues. D'abord donc le choix d'Alain Juppé, poursuivre sa carrière ou tout arrêter. Réponse demain. Après un week-end de réflexion en Normandie, le maire de Bordeaux a fait sa rentrée à l'hôtel de ville aujourd'hui. Très ému, il s'est adressé aux milliers de personnes venues l'acclamer. David Bazier, Yvan Martinet. Il est midi, Alain Juppé fait sa première apparition en public depuis sa condamnation. Des acclamations dignes d'une victoire électorale, puis un bain de foule. Paradoxe, c'est condamné par la justice qu'Alain Juppé rencontre la popularité qu'il recherche en vain depuis longtemps et pour une fois, l'homme montre son émotion. Chers amis, vous vous doutez que depuis vendredi, je traverse des moments difficiles. Dans de telles périodes, ce qui compte, c'est de ne pas être seul. Dans la cour de la mairie de Bordeaux, c'est toute la droite bordelaise qui s'est donné rendez-vous. Des électeurs qui montrent leur force et manifestent contre la justice. Je viens soutenir M. Juppé parce que je trouvais que rend 10 ans d'inéligibilité. C'est pour Juppé et contre la magistrate qui lui fait endurer en ce moment des moments difficiles. Je crois que les gens sont venus, c'était pour dire à Alain Juppé qu'on était content qu'il soit à Bordeaux, que si ça pouvait interférer dans sa prise de décision. Sa décision de rester ou de quitter la politique, Alain Juppé n'en a rien dit, ou presque. J'ai bien réfléchi, je suis respectueux de la justice, je dirai demain à toutes les Françaises et à tous les Français, à la télévision sans doute, demain soir, ce que j'ai décidé. Et vous comprendrez que d'ici là, je le garde pour moi. Seul indice, depuis le matin à son arrivée en mairie, Alain Juppé s'est affiché comme étant toujours le maire de Bordeaux. Vous posez sans doute la question de savoir ce que je vais faire maintenant. Je préfère... Ce soir, il a quitté Bordeaux pour Paris et demain livrer vraiment sa décision. Depuis 3 jours de la base au sommet, les élus de la majorité pressent le maire de Bordeaux de rester dans la vie politique. Il manquait une voix, celle de Jacques Chirac. Eh bien, c'est chose faite. En déplacement à Marseille, le président de la République a rendu un hommage très appuyé à son ancien Premier ministre, Véronique Saint-Olive, Philippe Turcot. Jean-Claude Gaudin et Renaud Muselier attendent le chef de l'État. Il y a du brouillard, pas de public et les questions sur Alain Juppé sont malvenues. Après. Jacques Chirac arrive tendu et engage un dialogue surréaliste. Il fait pas très beau aujourd'hui. Non, il fait pas très beau, il n'y a pas de soleil. Le président de la République cache difficilement son émotion. Il expédie les amabilités d'usage et lance un vibrant hommage à son ancien Premier ministre. J'ai moi aussi pour Alain Juppé amitié, estime et respect. C'est un homme politique d'une qualité exceptionnelle, de compétence, d'humanisme, d'honnêteté. Et la France a besoin d'hommes de sa qualité. Jean-Claude Gaudin n'est pas en reste. Il appelle Alain Juppé à ne pas quitter la vie politique. Je sais que c'est un homme d'État, et à gauche comme à droite. Les hommes d'État dans notre pays, ça ne court pas les rues. Le visage marqué, butant parfois sur les mots,
Jacques Chirac a affirmé que quelle que soit la décision d'Alain Juppé, partir ou rester, il la respecterait, comme si déjà il ne se faisait plus beaucoup d'illusions. Et avant d'en venir aux tensions entre monde politique et monde judiciaire, on en vient maintenant à l'affaire dans l'affaire, les pressions dénoncées par les juges qui ont rendu la décision. Bureau visité, téléphone sur écoute, lettres de menaces. Rappelons que 2 enquêtes administratives et judiciaires sont déjà ouvertes. Pour l'instant, aucun élément vraiment probant n'a été recueilli. On en reste au stade des hypothèses. Agnès Gardet, Nathalie Gallet. Impossible aujourd'hui d'approcher les 3 juges du dossier Juppé. Ils siégeaient dans une affaire d'escroquerie, mais l'accès à la salle d'audience était strictement gardé. Interviewée brièvement par un journaliste du Parisien vendredi soir, la présidente Catherine Pierce a dit avoir été victime de pression et d'intimidation. Nos bureaux ont été régulièrement visités ces derniers mois, affirme la magistrate. Nos ordinateurs professionnels ont également été fouillés, ajoute-t-elle. Avant de déclarer, nous pensons que nos téléphones ont été placés sur écoute. Les bureaux de ces magistrats auraient-ils été fouillés? Pas de commentaires aujourd'hui dans les couloirs du palais. Mais les habitués du tribunal jugent la chose possible. Tous les bureaux sont à proximité des salles d'audience. Celui de Mme Pierce, par exemple, est tout près des salles d'audience. On peut y accéder avec la dernière facilité. Il n'y a pas de surveillance particulière? Pas à cet endroit-là, non. Il y a d'autres endroits du tribunal qui sont sécurisés, les juges d'instruction, le juge des libertés. Cet endroit-là est parfaitement accessible à n'importe qui. Le 12 janvier, la serrure du bureau voisin de celui de Catherine Pierce se bloque. L'agent de maintenance accède alors grâce à un pass au cabinet de Mme Pierce et entreprend de passer par le faux plafond. Voilà la version du parquet. Catherine Pierce, elle, parle de plusieurs visites. Nous n'avons pas pu la joindre aujourd'hui. Les juges ont-ils été menacés? Oui et non. Ils ont bien reçu cette lettre, tout comme le procureur. Une page, dactylographiée signée, les marginalisés. Si Alain Juppé n'est pas inéligible, affirme le texte, nous utiliserons la force s'il le faut. Quant aux éventuelles écoutes téléphoniques, il s'agit, et les magistrats le disent eux-mêmes, de soupçons. Ils n'ont aucune preuve à ce jour. Mais c'est de loin ce qui trouble le plus les juges de l'affaire Juppé. Alors, pression ou pas, cette condamnation prononcée vendredi semble bien ranimer la vieille bataille entre hommes politiques et magistrats. Pour beaucoup d'élus de la majorité, les juges sont sortis de leur rôle, notamment dans l'exposé des motifs de la décision, attaque qui est dénoncée par les magistrats eux-mêmes. Dans un instant, nous entendrons un homme qui a été en première ligne et qui ne s'est pas encore exprimé, le juge Alphen, l'ex-juge Alphen, qui a instruit plusieurs affaires relatives au RPR dans des conditions parfois très difficiles. Et puis le ministre délégué aux libertés publiques, Patrick Devedjian, est également avec nous. D'abord, les faits, ces déclarations qui mettent en cause les juges Arnaud Boutet, Alain Locassio. Depuis vendredi, c'est une tempête. La condamnation d'Alain Juppé et ses amis la regrettent. Mais il la commente aussi, avec des mots très durs à l'encontre des juges. Pour le député Alain Marceau, qui est aussi magistrat, il n'y a pas de doute. Dans les attendus de cette décision judiciaire, on a frôlé le politique. Mais après tout, on est dans des circonstances de temps, de lieu, où effectivement, peut-être que certains ont envie de faire de la politique là où ils ne devraient peut-être pas en faire. Alain Juppé a trompé la confiance du peuple souverain, écrivent les juges. Une phrase de trop, répond Éric Woerth, qui prend la défense de son chef. Moi, je pense que le juge est allé trop loin. Lorsqu'on parle de peuple souverain et qu'on parle au nom du peuple souverain, c'est plutôt aux politiques de le faire qu'aux juges de le faire. La fronde redonne des couleurs au Parti socialiste, qui se permet même un petit conseil stratégique. Le Parti socialiste dit à tous les responsables politiques qu'ils n'ont aucun intérêt à mettre en cause l'indépendance de la justice. Et ce n'est pas par des coups de colère ou par des sommations qu'on va attirer une quelconque clémence. Les juges, au contraire, on risque de raidir l'institution. Avec la condamnation d'Alain Juppé, de nombreux parlementaires de droite regrettent la loi de 1995 sur le financement des partis. Une loi voulue par eux, une loi devenue un véritable boomerang pour leur chef de file. Éric Alphen, bonsoir. Je rappelle encore une fois que vous avez, vous, instruit des dossiers relatifs au RPR notamment. Est-ce que vous êtes choqué par ces attaques contre les magistrats ou est-ce que vous pensez, vous aussi, que les juges ont peut-être été un peu trop loin dans les attendus? Écoutez, c'est proprement effrayant ce qu'on entend depuis un jour ou deux. Quand un voleur de sac à main est condamné, il n'y a pas l'association des voleurs de sac à main qui se met en mouvement. Quand un médecin est condamné, on ne dit pas pour autant que la justice s'en prend au médecin. Et là, les politiques semblent être ou semblent se considérer comme étant des intouchables, à tel point qu'on ne pourrait pas condamner l'un d'entre eux. Je voudrais juste rappeler l'article 434-25 du Code pénal, qui dit que le fait de chercher à jeter le discrédit
par parole, écrit, image, sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de 6 mois d'emprisonnement. Un mot très précis, Éric Alphen, sur cette phrase, c'est elle qui fait débat. Dans l'exposé des motifs donc, de la décision, il est écrit Alain Juppé a trompé la confiance du peuple souverain et les élus qu'on a entendus disent là les juges vont sur le terrain moral, ils ne sont plus sur le terrain judiciaire, oui ou non? Mais écoutez, dans tout dossier, quand les juges étudient le dossier avant de rendre leur décision, ils étudient évidemment la vie du prévenu. Or, Alain Juppé, d'ailleurs on ne parle que d'Alain Juppé, mais il y avait un bon nombre d'autres prévenus qui ont aussi été condamnés, à croire qu'il y a des prévenus qui sont plus égaux que d'autres devant la justice. Mais toujours est-il que c'est tout à fait normal d'essayer d'asseoir une décision sur une motivation. Alors maintenant qu'il y ait un ou deux mots qui ne plaisent pas, admettons-le. Mais ce qui est choquant là-dedans, c'est qu'on critique la décision. On entendait la dame tout à l'heure qui disait qu'elle était écœurée. Ben, c'est moi qui suis écœuré de voir qu'une décision de justice est commentée, critiquée uniquement parce qu'elle touche un homme politique. Alors, on disait que quelqu'un disait qu'on avait besoin, la France a besoin d'Alain Juppé. Ben, la France a besoin de juges compétents qui font tout simplement leur travail, qui appliquent uniquement la loi et qui font ce qu'ils sont chargés de faire. Je m'adresse à Patrick Devedjian. Est-ce que les élus de l'UMP notamment qui ont pris pour cible ces juges sont allés trop loin d'après vous? Vous êtes un ancien avocat, vous connaissez parfaitement ces questions de justice. Oui, je crois que le jugement est surtout d'une extrême sévérité. C'est d'ailleurs le droit parfaitement du tribunal d'apprécier avec autant de sévérité. Voilà, ça c'est une autre affaire. Pardon? Je dis ça, c'est une autre affaire, la sévérité. Là, il est question d'autre chose, de juges qui auraient outrepassé leur rôle. Non, je suis désolé, ce n'est pas une autre affaire. Chacun a le droit de porter une appréciation sur un jugement, pourvu qu'elle soit modérée, qu'elle soit tempérée, mais on peut simplement constater la disproportion. Pour des faits beaucoup plus graves, des dirigeants d'autres partis politiques ont été condamnés à des peines d'inéligibilité 5 fois inférieures. D'autres ont même été carrément condamnés à des peines amnistiées. Et c'est ça qui a choqué un certain nombre d'amis d'Alain Juppé. C'est une émotion qui est légitime. Oui. Les magistrats ont parfaitement le droit de rendre la justice avec la très grande sévérité qui ont été la leur, avec la motivation qui a été la leur. Celle-ci peut être commentée, celle-ci peut être contestée, et Alain Juppé a le droit de faire appel et d'espérer que, de son point de vue, le jugement qui sera rendu par la Cour d'appel sera un jugement plus équitable. Vous avez dit vous-même. Pour les partis politiques, les uns et les autres, de la même mesure. Éric Alphen. Oui, là vous voyez que M. Devedjian conteste non pas les attendus, mais uniquement la décision, en estimant qu'elle est trop dure. Mais c'est uniquement, il se place ainsi, sous couvert de ce que je veux, de l'article du Code pénal que je veux dire. C'est uniquement le fait qu'il y ait une sanction qui déplaît à M. Devedjian et à ses amis. Alors je voudrais dire un petit mot quand même, ce qu'on n'a pas évoqué, sur les pressions. J'ai entendu dire qu'on avait mis en place une espèce de commission ad hoc administrative pour enquêter soi-disant sur ces pressions. Voilà, à côté de l'enquête judiciaire elle-même sur ces pressions. Tout à fait. Or, c'est là encore un discrédit, un manque de confiance qui est apporté à la justice. Pourquoi ne pas laisser la justice travailler, c'est-à-dire en l'espèce le juge qui vient d'être nommé? Pourquoi éventuellement ne pas saisir le Conseil supérieur de la magistrature qui a déjà œuvré de façon similaire dans le passé? Mais alors que là, on crée une commission ad hoc qui n'a aucun pouvoir, qui ne peut pas faire appel à des policiers, à des experts, et dans ces conditions, on se demande quelle va être l'enquête qui va pouvoir être effectuée par cette commission. À la demande de Jacques Chirac, c'est en tout cas ce qu'indiquait Jean-Pierre Raffarin hier. Patrick Devedjian, un mot là-dessus? Un mot là-dessus, d'abord. On ne fait pas confiance à la justice, c'est ce que dit Éric Alphen? Ce sont justement les propos qui ont été tenus autour de cette affaire qui jettent la suspicion sur l'affaire elle-même. Parce que, d'ores et déjà, le procureur de la République de Nanterre a réduit pratiquement à néant la moitié des accusations. On nous a expliqué, là, il y a quelques jours, que par exemple, le tribunal avait reçu des menaces de mort. Il apparaît aujourd'hui que les menaces n'étaient pas de mort et qu'elles étaient dirigées contre Alain Juppé. Donc, on a soigneusement déformé le contenu de cette affaire, et c'est ça qui jette effectivement la suspicion sur le jugement. Et quand le président de la République fait appel aux 3 plus hauts magistrats de France, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour des comptes, le vice-président du Conseil d'État, est-ce que
on peut donner une plus grande garantie d'impartialité. Et M. Elfen devrait savoir ce que c'est que l'impartialité. Lui qui a mené à la fois une carrière de juge d'instruction et de candidat aux élections législatives pour un parti politique. Si la justice veut être respectée, vous savez ce qu'est attaquer les juges, M. Devedjian. À l'écart du politique, et c'est ce que M. Elfen aurait dû faire le premier. Merci à vous deux pour cet échange et pour vos avis, pour vos impressions sur cette décision dont on n'a pas fini de parler. On attendra bien sûr les résultats de ces enquêtes à la fois judiciaires et administratives. Merci. Un dernier mot à propos de politique pour vous dire que le président du MNR, Bruno Maigret, a annoncé qu'il retirait sa candidature aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bruno Maigret avait été condamné la semaine dernière. Il évoque un acharnement judiciaire scandaleux. Fin de citation. Autre titre de l'actualité, la grippe aviaire est-elle arrivée en Europe? Premier cas suspect à Hambourg en Allemagne. Il s'agit d'une femme récemment rentrée de Thaïlande. Les médecins restent très prudents. Laurence Decherf. Enveloppée d'un drap, puis mise en quarantaine à Hambourg, cette femme, allongée sur le brancard, pourrait avoir contracté la grippe du poulet. De retour d'un voyage en Thaïlande, cette malade se plaignait de symptômes identiques aux 12 victimes asiatiques. Il y a deux raisons pour nous de suspecter une grippe du poulet. La première, la personne avait de la fièvre. La deuxième, elle venait du sud-est asiatique. Mais ce n'est pas suffisant pour en tirer des conclusions. Masques, gants, camions aménagés, toutes les précautions ont été prises pour éviter une éventuelle contamination, au cas où cette grippe pourrait se transmettre entre humains, ce qui n'a pas encore été démontré. Le problème auquel nous avons dû faire face était de nous protéger, nous et le public. C'est pour cela que des mesures spéciales ont été prises. Devant la psychose de l'épidémie, toutes ces mesures sont préventives, mais l'état de la patiente est plutôt bon. Il faudra quand même attendre tard dans la soirée les résultats des premières analyses. Et en France, on prend l'affaire très au sérieux. Bonsoir Jean-Daniel Flézaquier. Vous nous révélez ce soir que des cellules de crise ont déjà été constituées, des mesures très concrètes sont envisagées. Oui, des mesures concrètes parce qu'il n'y a pas de panique parmi les autorités sanitaires, mais des inquiétudes réelles vu ce qui se passe actuellement en Asie. Alors, mesures concrètes, c'est dès demain la mise en place par exemple d'une surveillance animale. Les oiseaux migrateurs, en particulier les canards, vont subir des prélèvements pour voir si le fameux virus H5N1 est arrivé chez nous. Il va y avoir aussi une réactivation des réseaux de surveillance de la grippe humaine, notamment le réseau Sentinelle de l'INSERM. Et les médecins vont recevoir des informations pour reconnaître cette grippe. Vous savez, la grippe classique, ce sont des courbatures, des douleurs musculaires, de la fièvre. Là, ce n'est pas du tout la même chose. On se trouve avec des atteintes pulmonaires souvent graves et des détresses respiratoires. Il faut que les médecins connaissent cette maladie. Et puis, on va aussi recenser les hôpitaux qui pourraient éventuellement accueillir des patients s'il y avait besoin de les mettre à l'isolement. Gros problème, les hôpitaux modernes sont faits généralement d'un seul bloc, sous forme de tour. Il va donc falloir trouver des hôpitaux qui ont encore des pavillons qui permettraient de mettre à l'écart ces patients. Et puis, deux difficultés. La première, c'est qu'il y a un médicament qui pourrait être très efficace, qui s'appelle l'oseltamivir. Le problème, c'est que les stocks sont extrêmement insuffisants et que le fabricant se fait un petit peu tirer l'oreille pour passer à la vitesse supérieure. Il faut donc négocier avec lui pour avoir assez de médicaments. Et puis le vaccin, le vaccin qu'on essaierait de fabriquer, grosse difficulté également. Vous savez que le vaccin classique de la grippe, c'est du virus qu'on fait pousser sur des œufs qui contiennent un embryon de poulet. Là, le gros problème, c'est que le virus, il tue les embryons. Donc il va falloir dans un premier temps désactiver en quelque sorte ce virus et dans un deuxième temps entreprendre la fabrication du vaccin. Ça va rajouter encore du temps. Et si on a un vaccin, il faudra attendre au moins 6 à 8 mois. Merci Jean-Daniel pour toutes ces informations. J'ajoute que la grippe aviaire a fait 2 nouveaux décès en Asie, Thaïlande et Vietnam. Le bilan est donc porté à 12 morts. Un accident d'ascenseur, encore un, et encore à Amiens, un homme de 67 ans est tombé du 7e étage sur le dessus de la cabine. Paul de Genève. La victime habitait au 7e étage de cet immeuble. Son corps a été retrouvé par les employés de la société d'entretien de l'ascenseur au 5e étage, sur le dessus de la cabine. Comment cet homme de 67 ans a-t-il pu ouvrir les portes et tomber? Dans le quartier, on ne comprend pas. Franchement, je prends l'ascenseur sans m'en rendre compte. Ça peut arriver à n'importe qui. J'ouvre la porte et puis je me mets dedans. Donc, quand on a... franchement, c'est un choc. Selon les riverains, les ascenseurs seraient souvent en panne. La mairie affirme que celui-ci avait été révisé la semaine dernière. Cet après-midi, l'ascenseur était à nouveau hors service. La justice s'interroge. La victime est-elle tombée pendant l'intervention des réparateurs? À l'évidence, l'ascenseur a marché, puis a cessé de marcher aujourd'hui et une intervention est intervenue justement dans la période qui est autour du décès.
En juin 2002, déjà à Amiens, une femme avait été grièvement blessée dans un accident similaire. Depuis, le gouvernement avait lancé un vaste plan de rénovation des ascenseurs les plus anciens. Le ras-le-bol des enseignants et des parents d'élèves du quartier de la Paillade, près de Montpellier. La semaine dernière, 3 écoles maternelles et primaires ont été vandalisées, vitres brisées, meubles arrachés. 400 personnes ont défilé en signe de protestation. Jean Brun, Cyril Paquet. Face à la bêtise du geste, ils ont voulu réagir sans attendre. Enseignants, enfants et parents se sont retrouvés ce matin pour une marche silencieuse contre le vandalisme aveugle de quelques-uns. On nous a saccagé 3 écoles en l'espace de 3 jours, donc là on manifeste notre colère. Voilà, on attend plus de sécurité dans nos écoles et dans nos quartiers. On est en colère. Une colère citoyenne pour faire face à l'inquiétude suscitée par les vitres brisées, les aquariums défoncés et le mobilier renversé. Des gestes gratuits pour un groupe scolaire d'habitude si tranquille. On ne comprend pas du tout ce qui s'est passé et ce qui peut motiver des gens à s'attaquer aux écoles. Mais à la limite, peu importe, ce qui est important c'est de se mobiliser tous ensemble par rapport à ce qui s'est passé. Si la manifestation et la pétition ont reçu un large soutien, le plus dur est à venir pour les enseignants. Expliquer aux enfants les raisons de ces actes violents. On va faire un travail pour expliquer déjà ce qui s'est passé et puis montrer qu'il y a des conséquences. Qu'effectivement, c'est des actes, bon, il y a une enquête qui est menée et puis que les personnes, une fois qu'elles sont retrouvées, paieront quelque chose à la société. Demain, à la reprise de la classe, les questions ne manqueront pas. C'est avec l'aide du psychologue scolaire que les enseignants tenteront d'y répondre. En bref, toujours à l'école, second incendie depuis la rentrée au lycée de Noyon dans l'Oise. Cette fois encore, c'est la salle des surveillants qui a brûlé. Une enquête est en cours. Les premières constatations ne permettent pas de déterminer avec certitude s'il s'agit d'un incendie criminel. À Paris, les transports collectifs seraient de plus en plus sûrs. Les chiffres ont été annoncés pour le métro et le bus. La préfecture annonce une baisse des actes de délinquance signalés de 17% l'an passé. Reportage Emmanuel Lambert, Mathias Barrois. Présence policière. Trains de banlieue, RER, métro, les patrouilles sont de plus en plus nombreuses. L'objectif est clair, occuper le terrain pour faire baisser la délinquance. Ils sont 1100 fonctionnaires de police. De jour comme de nuit, ils circulent sur le réseau Île-de-France. Les usagers, eux, sont partagés. On ne peut pas leur demander d'être là dans tous les trains à chaque fois, mais c'est rassurant. À la fois, c'est un petit peu inquiétant, parce qu'on se demande, on se dit que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond. À Paris, depuis plusieurs années, la délinquance était en constante augmentation dans les transports. En 2003, si plus de 26 000 faits ont été constatés, la baisse est bien réelle, avec moins 17%. Les vols à la tire, eux, qui constituent un délit sur 2, ont également baissé de 24%. Seule ombre au tableau, les vols avec violence, qui ont légèrement augmenté, plus 1,5%. C'est un peu plus difficile techniquement d'intervenir sur un vol violence, car il faut se trouver au bon moment, au bon endroit. Et qu'on ne peut pas toujours faire une typologie exacte de l'endroit où se passent les vols violence. Les délinquants sont amenés à être de plus en plus violents parce qu'ils ont de moins en moins de latitude pour commettre leurs méfaits. Dans le métro par exemple, les zones où opèrent les pickpockets sont toujours les mêmes. Les policiers ont donc pu organiser des planques et interpeller les voleurs plus efficacement qu'auparavant. Mais les actes de violence gratuits ou liés au vol sont plus diffus, moins prévisibles. Pour cela, occuper le terrain ne suffit pas. En fait, la tendance est la même qu'en surface. Si la délinquance baisse, les violences contre les personnes, elles, sont de plus en plus fréquentes. À Besançon, une bataille rangée entre bandes rivales à l'intérieur même de l'hôpital. Une dizaine de personnes avaient été arrêtées après une bagarre devant une discothèque. Et les blessés et leurs proches ont été amenés aux urgences. Et là-bas, les coups sont repartis de plus belle. Les belligérants ont saisi tout ce qui leur passait sous la main, scalpel, potence de perfusion ou extincteur. 6 personnes ont été placées en garde à vue. L'hôpital a porté plainte. Le 12 janvier dernier, 2 élèves officiers de Saint-Cyr, 2 Africains, mouraient de froid lors d'un stage d'aguerrissement en haute montagne dans la vallée de l'Ubaye. Des stages très critiqués depuis, certains réclament même leur suppression. Eh bien aujourd'hui, 3 semaines après exactement, les hommes sont repartis à l'assaut de la montagne. C'est la première expédition depuis l'accident, épreuve impressionnante. Les images qui suivent permettent de se faire une idée réelle du danger. Jérôme Soulard, Gilles Jacquier. À 2600 mètres d'altitude, ils se croyaient au paradis. Mais en moins de 10 minutes, la montagne se transforme en enfer. 120 km hors de vent, dehors, il fait moins 21 degrés. Ça fait une semaine qu'on est là, donc ça nous chie.
quand même. C'est du bien. Des conditions extrêmes pour ces novices de la montagne, des conducteurs de camions. Très vite, un homme est évacué plus bas vers la cahute du médecin. Son erreur, avoir ôté ses gants une seule minute pour manger une barre chocolatée. Il ne sent plus ses mains. Et secoue correctement. Voilà, fais circuler le sang. Voilà. Faut surtout pas déprimer dans ces moments-là. Faut surtout pas avoir le moral à zéro parce que sinon je crois que... Je sais pas, mais... Je crois que vous arrêtez tout, vous partez en courant. La tempête devient trop dangereuse. Il faut construire un igloo pour la nuit. Il y a 15 jours, à 2 pas d'ici, dans les mêmes circonstances, 2 stagiaires de Saint-Cyr sont ainsi morts de froid. Alors évidemment, à l'intérieur, on est un peu tendu. C'était 2 Syriens, 2 Africains. Ils sont morts de froid, mais bon, c'est vrai que c'est un peu stressant, mais vu les conditions climatiques et tout, mais on fait avec, on va dire. Dehors, c'est de pire en pire. Pas question de dormir ici. Il faut évacuer au plus vite. Ils ont annoncé du vent fort pour ce soir. Donc pour les igloos, nous craignons des gelures et des engelures, puisqu'on est déjà au stade des engelures. Donc on préfère faire redescendre tout le monde. Il y a 15 jours, en pleine nuit, une telle évacuation était impossible. Mais aujourd'hui, la visibilité finit par revenir. En toute sécurité, nos stagiaires montagnards poursuivent donc leur chemin vers la vallée. Nous, on est là pour endurcir, améliorer la rusticité des personnels sur le terrain, la vie en campagne, qu'ils soient prêts à affronter toutes conditions, à partir du moment où leur chef leur diront on y va. Bouge, si t'en froid. Énergique, tonique. Ça sert à rien, ça. Bouger, c'est ça. Le soleil est parfois trompeur. Sur cette corniche, il fait moins 16 degrés. Et on a beau avoir froid aux mains, il faut continuer. Ah oui, il y a des moments où on a des petits coups de blues, mais on est en équipe et ça marche bien. 3 longues semaines de stage ont eu raison des plus faibles. Quelques engelures, des traumatismes sans gravité. Au total, 12 hommes ont abandonné. Ça a été une expérience difficile pour vous? Terrible. Terrible. C'est-à-dire? Je refais qu'une montagne. Qu'une montagne. Si les militaires de Barcelonnette nous ont accueillis, c'est pour rappeler qu'en 14 ans, 50 000 soldats ont suivi ce programme d'aguerrissement sans problème. Des militaires qui rendront compte à la justice. La montagne est certes imprévisible, mais il y a 15 jours, 2 hommes ont ici disparu tragiquement, emportés par le froid. Le cinquantenaire de l'appel de l'abbé Pierre suite. Hier soir à l'Elysée, la réquisition de logements vides a été l'un des sujets évoqués. Une loi a été votée il y a 6 ans, elle est peu appliquée. L'association Droit au logement manifestait également sur ce thème aujourd'hui. Yann Jiquel, David Fossard. Depuis hier, ils sont une centaine à dormir sur l'esplanade des Invalides à Paris. D'origine étrangère, tous ont des papiers en règle et sont prêts à payer un loyer. Mais ils ne trouvent que des taudis ou des hôtels meublés pour se loger. Il y a des familles qui ont fait des demandes depuis 26 ans. Pour faire face à la pénurie, certains prônent l'application de l'ordonnance de 45 sur la réquisition des logements vacants. Paris est truffé de locaux vides. Sur 1 100 000 appartements, l'État a recensé 40 000 vacants. La moitié appartient à des personnes privées et l'autre moitié à des sociétés. Mais privés ou non, tous ces logements ont besoin de travaux pour être habitables. Il faut imposer maintenant aux maires, aux bailleurs privés, aux bailleurs sociaux de réquisitionner les logements vides si nécessaire, de produire massivement des logements sociaux et de suspendre, faire un moratoire sur les expulsions. En France, ce sont plus de 3 millions de personnes qui sont mal logées. Un déficit de 600 000 logements dénoncé comme un fléau cet après-midi à la Sorbonne par la Fondation de l'Abbé Pierre. Pour 2 Français sur 3, l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire s'agissant du logement. Réquisitionner à la marge, ça ne va pas rendre, et surtout ça va probablement cacher l'essentiel, et l'essentiel c'est construire plus. En 2004, 80 000 logements sociaux devraient être construits. Ce soir, l'abbé était fatigué, mais content de nous avoir bousculés. Quel est exactement le stade de la précarité en France? Qui est concerné? La France des oubliés. C'est le thème de complément d'enquête présenté ce soir par Benoît Duquesne. Complément d'enquête à partir de 22h50. Les adieux de Marc Blondel. Dernier congrès, dernier discours pour l'homme qui a tenu les rênes de Force ouvrière pendant 15 ans. Une page s'est tournée aujourd'hui à Villepinte. Reportage Martin Gouès, Marie-Pierre Cassignard. C'est le dernier en tant que secrétaire général.
Eh ben, c'est parce que comment je pourrais dire, la roue a tourné. Au suivant. L'ombre de Marc Blondel va planer sur cette semaine. Pour honorer son surnom de général, il fait une dernière inspection et surveille le moindre détail. Il a mis des bandes, mais il m'a pas mis une marche en plus. Je lui avais dit de foutre 4 marches. Un dernier tour de piste qui lui permet de mesurer sa popularité, même s'il s'en défend. Je ne suis pas un crooner, voilà, c'est ça. Pourtant, le chef de file de FO à ses fans, signe distinctif, l'écharpe rouge négligemment posée sur les épaules. Pour l'homme aussi, pour la personnalité de Blondel, pour son charisme, pour ce qu'il nous a amené, ce qu'il a amené à la classe ouvrière. Je n'étais pas de ses aficionados, mais je reconnais qu'il a fait pas mal de choses. Le dernier de Marc Blondel, allez, qui n'a pas son petit pins? Avant de passer la main à Jean-Claude Mailly, seul candidat à sa succession, Marc Blondel a tiré le bilan de ses 15 ans à la tête de Force ouvrière. En plein débat sur l'avenir de la Sécu, il donne encore la ligne à suivre. Je ne demande pas à être riche comme M. Sellière, mais je veux être soigné comme lui. Et pour cela, mes chers camarades, il n'y a pas de meilleur instrument que la sécurité sociale. Les militants ont 4 jours pour déterminer ce que sera FO sans Marc Blondel. L'actualité à l'étranger, cette fois, l'épreuve de force est réellement engagée en Iran entre partisans des réformes et conservateurs. 124 députés ont démissionné. Ils appellent à boycotter les élections du 20 février prochain pour protester contre l'invalidation de nombreuses candidatures. Arnaud Miguet. Scène extraordinaire hier au Parlement iranien. Un tiers des députés remettent un à un leur lettre de démission au président. Ils renoncent à leur mandat pour protester contre ce qu'ils qualifient de coup d'État obscurantiste. Cela faisait plusieurs semaines déjà que la crise couvait. Il y a 10 jours, les réformateurs faisaient un sit-in dans les couloirs de l'Assemblée. Les raisons de cette impasse, elles tiennent dans la politique des conservateurs, conduits par l'ayatollah Ali Khamenei. Contrôlant les instances stratégiques du pays, ils ont invalidé 2500 des 8000 candidatures aux élections législatives du 20 février prochain, provoquant ainsi la colère des réformateurs. Le frère même du président Khatami reconnaît qu'il y a un problème démocratique dans son pays. Les élections justes et libres sont la seule chose que nous voulons, dit-il, et rien d'autre. Alors que nous sommes entrés dans la semaine des célébrations du 25e anniversaire de l'accession au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, l'Iran s'enfonce dans une crise politique sans précédent, à l'issue incertaine. Aux États-Unis, la polémique sur l'absence d'armes de destruction massive en Irak prend de l'ampleur et George Bush s'est résolu à annoncer la création d'une commission d'enquête indépendante composée à parité de républicains et de démocrates. Elle est pour l'instant limitée aux erreurs des services de renseignement. Les politiques ne sont pas officiellement en cause. Autre réserve, ces conclusions ne seront pas connues avant l'élection présidentielle en novembre. En Israël, Ariel Sharon a surpris tout le monde. Il a dévoilé son intention d'évacuer toutes les colonies juives de la bande de Gaza qui constitueraient, je vous le rappelle, l'une des 2 parties du futur État palestinien. On y compte, rappelons-le, 17 implantations au total. Décision qui a provoqué la stupeur dans son propre camp et la colère des colons. Sur place, Charles Anderlin, Henri Nalbandian. La surprise est arrivée en début d'après-midi. Le quotidien Haaretz publie sur son site internet une interview d'Ariel Sharon. Le Premier ministre israélien a donné l'ordre de préparer un plan d'évacuation de 17 colonies dans la bande de Gaza. 3 ou 4 pourraient rester en place près de la frontière égyptienne. Il n'empêche, c'est une bombe politique. La première réaction est venue du parti religieux qui représente les colons. Nous sommes choqués par ce plan de Sharon, dit-il. Il ne pourra rien décider seul, il faut un vote du cabinet et de menacer de quitter le gouvernement. Tout aussi stupéfait, Sylvain Shalom, le ministre des Affaires étrangères. Il n'était pas au courant du nouveau plan d'Ariel Sharon et de toute manière, il est contre une telle mesure unilatérale. Les colons, eux, sont encore plus choqués. À une chaîne israélienne, le maire d'une implantation de Gaza a accusé son Premier ministre d'offrir une récompense au terrorisme palestinien. Alors, ballon d'essai ou non, ce sont les propositions que M. Sharon présentera à George Bush à Washington à la fin du mois. Par ailleurs, 5 Palestiniens armés, dont un chef du djihad islamique et un chef du Hamas, ont été tués dans 2 opérations séparées de l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et à Bethléem, en Cisjordanie.
Retour en France avec la lutte contre le cancer. C'était l'un des 3 grands chantiers du président Jacques Chirac. Il était, on l'a dit en début de journal, en visite à Marseille, où il a estimé que la guerre menée contre le tabac avait d'ores et déjà permis d'éviter 80 000 décès prématurés. Le cancer fait de plus en plus de morts en France, mais on en guérit de plus en plus aussi. Reportage Isabelle Quintard, Frédéric Faure. Pour moi, la perte de mes cheveux, ça a été dramatique. L'ablation du sein, j'ai pas pleuré, mais mes cheveux, oui. Et tout ce qui en dépend, je vais faire mes courses, ma perruque avait bougé, une caissière a eu la bêtise de rire. Mais cette femme-là, si elle savait quand même m'a blessée... Accepter sa maladie fut déjà une épreuve pour cette femme, mais ce fut loin d'être la seule. À l'annonce de son cancer du sein, tout a changé, son corps, le regard des autres, sa situation professionnelle aussi. Elle a dû fermer son commerce et vivre avec une pension d'invalidité de 580 € par mois. Vous avez votre maladie à gérer, les effets secondaires et le quotidien de savoir comment jongler avec le peu d'invalidité qu'on vous donne. Et ça, c'est quelque chose de très pénible parce que vous êtes toujours en train de calculer, vous calculez pour vos doses de médicaments, les heures qu'il faut les prendre, mais vous êtes obligé de calculer votre budget. Le plan cancer a suscité beaucoup d'espoir chez les malades. Mais 10 mois après son lancement, les résultats ne sont pas flagrants. Si on était pessimiste, on dirait que le plan cancer est un verre à moitié vide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on a été malade et qu'on veut par exemple changer sa voiture, eh bien, il est impossible d'obtenir l'assurance pour emprunter de l'argent à une banque, ce qui est tout de même difficile à comprendre et difficile à accepter. Alors quand on regarde votre radio, il y a une amélioration incontestable. Vous avez votre tumeur qui était ici, et qui, sous chimiothérapie, régresse. On voit qu'elle s'est trouée et puis qu'elle est beaucoup plus petite. L'argent manque, notamment dans le domaine de la recherche. Un exemple, les essais thérapeutiques destinés à trouver les traitements de demain sont financés en grande partie par les laboratoires privés. Du coup, les cancers touchant peu de malades sont délaissés par la recherche, faute de financement. Les financements publics devraient nous aider à nous rendre plus indépendants dans cette démarche. Les annonces et l'engagement du président de la République ne suffiront pas pour lutter contre le cancer. L'argent est l'arme la plus efficace. L'environnement est le baroud d'honneur des militants écologistes grenoblois. Depuis des mois, ils protestaient contre l'abattage de 200 arbres. Certains d'entre eux y avaient même construit des cabanes. Le tribunal leur a donné tort et les bûcherons ont donc entamé la coupe aujourd'hui pour permettre ensuite la construction d'un stade. Des affrontements ont alors éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. L'environnement sonore maintenant. L'église de Férin, près de Douai, restera désormais muette. La justice a tranché. Des riverains avaient porté plainte pour nuisance sonore. Marianne Masse, Patrick Wurstorn sur place. Férin, 1380 âmes et un clocher. Un petit village tranquille, trop tranquille. Franchement, c'est mort, là, on les entend plus. Ça fait drôle maintenant. Ça fait vide, il n'y a plus rien. La semaine dernière, une décision du tribunal a fait taire la cloche qui battait les heures et sonnait l'Angélus sur la foi d'un couple du village qui goûtait fort peu cette voisine bien sonore et décida de porter l'affaire par devant la justice. Non, on ne s'habitue pas dans le sens où même quand on est réveillé à 8 heures, c'est pas droit au repos, ça entraîne des troubles du sommeil. Non, on ne s'habitue pas. Quand le couple est arrivé au village, point de cloche ni de tocsin, il n'y avait que le son des offices qui troublait leur quiétude. Mais un beau jour, le maire décida un retour à la tradition et fit battre chaque heure et l'Angélus à la volée. Notre couple ne fut pas le seul troublé, mais tout le monde ne l'entendait pas de cette oreille. Il n'y a que 2 personnes contre tout le village, ça m'étonne beaucoup. Moi, les cloches sonnent, c'est bien, ils ne sonnent pas, c'est toujours bien. Mais il y a d'autres personnes qui trouvent que c'est agréable d'entendre sonner l'Angélus. Je suis très étonné que, encore une fois, que le bon sens ne l'ait pas emporté. Et si vraiment on veut que nos villages soient aseptisés, pour le coup, ils vont devenir des villages dortoirs. Inquiet que cette décision ne fasse jurisprudence, le premier magistrat a déjà fait appel. Le glas n'a pas sonné, mais les cloches sont muettes. Maintenant à Férin, c'est ici qu'on lit l'heure. Le boom des orchidées, la fleur a toujours fasciné, mais elle a longtemps été considérée comme un produit de luxe, elle était très chère. Aujourd'hui, la mode gagne le grand public, peut-être parce que le prix des orchidées a chuté. Nicolas Lemarinier, Gaël Chauvin. Il y a le phalaenopsis, les cattleyas
Et puis la valse bleue qui ne se nourrit que d'amour et d'eau fraîche, hors de la terre. Plus de 30 000 espèces d'orchidées cohabitent sur la planète, toutes différentes. Les orchidées, des fleurs sauvages adoptées par de plus en plus d'amoureux qui apprécient chez elles. Leur finesse, leur délicatesse, leur forme. Comme celle-là, on a l'impression de voir un insecte, un animal. C'est magique. Mais la plante apparue il y a 120 millions d'années serait-elle aujourd'hui victime de sa beauté? Conscients de son pouvoir de séduction, les fleuristes industriels se sont lancés dans une production intensive, aberrante pour les orchidéistes traditionnels. Une plante que nous cultivons 15 ans, ça va quand même être beaucoup plus cher. On va dépasser les 180-200 euros. Alors que cette même plante, parce qu'elle est cultivée en très grande quantité et qu'entre guillemets ils veulent faire un coup, va être vendue 40 euros. Un prix qui dévalorise ce bijou pour les puristes en comparaison des soins qu'il faut lui apporter. Jean-Pierre Lepabic en bichonne plus de 300. C'est difficile de partir en vacances, on ne peut pas les laisser 3 semaines sans arrosage, il faut s'arranger toujours avec quelqu'un, il faut s'organiser. Aujourd'hui, l'orchidée est la plante la plus vendue dans le monde. Un tableau, un original d'Andy Warhol à la maison pour 50 centimes d'euros par mois. C'est possible, mais pour l'instant, il faut habiter Berlin et s'abonner à la bibliothèque de l'art, baptisée Artothèque. On loue ce que l'on veut, mais pour 6 mois seulement. Sur place, Patrice Randen, Michaela Wert. Sur le principe de la bibliothèque ou de la vidéothèque, voici l'Artothèque. Tableaux, sculptures, on peut emprunter jusqu'à 6 œuvres d'art et les conserver à la maison pendant 6 mois, le tout pour la somme ridicule de 50 centimes d'euros par mois. Ce que j'aime ici, c'est qu'on peut fouiller. On a accès à différents styles et c'est passionnant. Quand je viens ici, j'ai l'impression de me détendre. Bien sûr, vous vous demandez qui finance tout ça. Eh bien, c'est la Loterie Nationale, car elle reverse tous les gains qui n'ont pas été réclamés. Résultat aujourd'hui, une collection de 4000 pièces, où des artistes anonymes côtoient, le catalogue l'atteste, Picasso, Miro, Delaunay ou Braque. Mais ici, on ne cherche pas à épater la galerie, l'essentiel, c'est de développer son goût. Notre objectif n'est pas d'inciter les Allemands à vivre avec des choses qu'ils connaissent déjà. Souvent, il arrive que des adhérents me demandent « Est-ce que vous avez tel ou tel artiste ?» Je leur réponds « Peu importe, prenez le temps de regarder ce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous plaira. » Et c'est ainsi que l'on peut revenir à la maison avec une sculpture de Rodin, une vraie. Elle trône sur le bureau tel un trophée tant est longue, la liste des personnes intéressées. Quand on vit à côté de ce genre d'œuvres d'art, au bout d'un moment, on n'a plus envie de reproduction. On veut s'entourer d'originaux. En 30 ans d'existence, l'Artothèque peut se vanter d'avoir fait pénétrer l'art chez les particuliers les moins fortunés, comme les 2 copines qui s'en retournent les bras chargés, sans se douter une demi-seconde qu'elles viennent de passer à côté du gros lot. Car le portrait de Lénine, au fond, il est signé Andy Warhol. Il vient de rentrer et elles ne l'ont pas vu. Tant pis pour elle, il est aujourd'hui chez le caméraman de France 2, pour 6 mois. Image de sport pour terminer avec, comme chaque lundi, l'image du week-end. C'est cette roulette de Zidane, l'artiste, bien servi par Ronaldo. Ça n'a pas abouti, dommage, mais Zidane avait été à l'origine du premier but des Madrilènes. Le Real qui reprend la tête du classement après cette victoire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h55, un film, Les Virtuoses avec Ewan McGregor, 22h50, complément d'enquête Benoît Duquesne, minuit et demi, dernier journal Laurence Piquet. On se quitte sur un rappel, c'est la Chandeleur aujourd'hui, célébrée ici à Rennes, avec bien sûr, j'espère qu'on va les découvrir, les traditionnelles crêpes. Bon appétit, à demain.